On va passer au premier sujet, si vous êtes OK, Ouais. qui est les Frenchies. Quelle destination? Alors, on a plusieurs. Je vais mettre un petit fond bleu, blanc, rouge, hein. Et pour rappeler Ouais. qu'on est Oh là 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 Oh là, là champion du là 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 monde. là. On commence par quel friendship? Parce qu'on en a eh trois ben, quand on peut même à commencer avoir. par Vavan, si vous voulez. Vavan Fournier, Ouais. Commençons ouais, par Varane. qui est au Magic pour l'instant. Et quel est son avenir pour lui? Voilà. Où est-ce que vous le voyez? Déjà, faut recontextualiser la chose. C'est Mhm. que Evan Fournier nous a quand même sorti, malgré le fait que la saison soit avortée, la meilleure saison de sa carrière, tout simplement. Et entre la depuis disons la Coupe du Monde jusqu'à la fin de saison avortée, il rentre dans son prime, très clairement. On va pas se le cacher. Il tourne cette saison à 32 minutes par match, 18,8 points, 47% au shoot, 40% à 3 points, 2,6 rebonds, 3,2 passes décisives. Donc, c'est clairement au niveau statistique une de ses meilleures saisons. Sur le terrain aussi, ça La se meilleure, voit. ouais. Le mec a retrouvé son basket, mais à un Ouais. point qu'on avait rarement vu depuis qu'il est arrivé en NBA. Et en fait, il est free agent cet été. Donc là, en gros, il y a deux choix qui vont s'offrir à lui, deux choix qui sont clairs et précis. Le premier choix, c'est partir dans une équipe qui joue vraiment le titre, mais prendre le risque, selon l'équipe qu'il choisit, ou inversement, d'avoir moins de temps de jeu, ou justement de perdre un petit peu ses habitudes, puisqu'il va aussi changer de coéquipier, donc il va changer de système de jeu. Il y a plein de choses qui vont changer. Donc perdre des habitudes, ça peut amener beaucoup de choses. Il y a aussi probablement un titulaire dans l'équipe dans laquelle il va aller, et donc du coup, il va peut-être un petit peu saigner le banc avant d'aller sur le parquet. Mais ça peut lui apporter aussi un titre de 6e homme de l'année qui est pas désagréable non plus. Ou alors, il reste à Orlando et il chope un contrat max qu'il est probablement le seul aujourd'hui au Magic à mériter. En tout cas, un des seuls à mériter, disons un des seuls à mériter au Magic, ou en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que si le Magic veut le garder, ils sont obligés de lui faire signer un contrat max, sinon c'est sûr, Vavan il se barre. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tous les cas, perso, je le vois partir. Mais Moi aussi, je le vois partir. Il a envie de jouer le titre et je pense qu'il est en train de se rendre compte qu'avec le Magic, c'est compliqué. très Après, compliqué, il veut partir, mais ça dépend d'où, tu vois. C'est quand même une prise de risque, sachant que, ouais, il est quand même épanoui dans cette équipe des Magic et qu'on lui a enfin filé les clés vraiment du camion, genre, c'est son équipe, quoi. Enfin, Alors oui, c'est la mais première option en attaque. on lui a filé le camion de Louis la Brocante, tu vois, on lui a filé les clés du camion de Louis la Brocante. Donc il y a un moment, tu avances lentement. Certes, tu avances bien, tu avances en first, mais tu avances lentement, quoi. Et il faut aussi se souvenir que Vavan a 27 ans et qu'il est en train de rentrer dans son prime. Donc c'est-à-dire que un joueur qui rentre dans son prime, il a 2 ans et demi devant lui derrière, en gros, en moyenne. Donc Après, s'il va pas maintenant dans une team qui joue le titre et qui ne joue pas le titre dans les 2 ans et demi, 3 ans, c'est mort. Ouais, puis il l'a dit Ouais. clairement. On n'est pas parfaitement d'accord, mais là, ça va être la question des sous pour moi. Contre Max. Ah, mais de toute façon, après, si quelque part, il signera un gros contrat. Pas un contrat max, ça selon l'équipe où il va, mais il signera un gros contrat forcément. Il faut de la place. Il faut de la place, c'est sûr. Je suis d'accord, mais c'est contrat max obligatoire pour moi s'il souhaite rester À Orlando. Magic. Ah oui. Ouais. Clairement. Est-ce que un gagnant, Magic est prêt à faire ça? il est qu'à 18 millions là, hein, cette année. Hein. Même s'il prend 22 ou 24 millions, il y a moyen de le faire rester. Hein. Ouais. Après, il ouais, vaut pas plus. c'est un Non, il vaut putain pas de plus. compétiteur. plus. C'est un putain de compétiteur, Evan. Et il va pas se contenter du Magic. Il veut un titre. Il l'a dit dans Après, l'interview qu'il avait fait sur Bein. Moi, ouais. si on me dit tu vas demain dans une équipe qui peut jouer le titre, il y va. En fait, il va pas hésiter une seule seconde. Et peu Ah, mais importe ce qu'on clairement. va lui proposer le Magic en vrai. La question, c'est gagner. où? Ouais, c'est où? Après, La question, c'est où? Parce que. Il y a aussi une question de timing, juste. L'année prochaine, il y a tout le monde qui est free agent. Tout le monde, toutes les grosses stars, Yanis y compris. Et donc, En 2021, tu veux dire? Ouais, en 2021, à l'été 2021. Est-ce qu'il profiterait pas justement de ce jeu de chaise musicale qui peut lui être favorable aussi, dans le sens où il y a des équipes qui vont peut-être jarter un franchise player pour le faire venir, plus ramener un autre gros par exemple, ou alors des équipes qui vont un peu se craquer dans leur free agency et qui vont du coup avoir beaucoup de pèse à dépenser et qui pourraient le faire venir pour je pense, plus cher que s'il venait cet été à être transféré, parce que je pense qu'il y a plein de franchises qui vont gagner de l'argent pour la grosse free agency qui est l'année prochaine, quoi.
Parce que là, il est un peu tout seul cette année en vrai. C'est un peu le plus Ah oui, fort de et la free justement. agency. Et justement, c'est là qu'il a un coup à jouer. C'est que oui, il veut rejoindre une équipe qui joue le titre, mais il va pas rejoindre un gros non plus. Il va pas aller aux Bucks, il va pas aller aux Raptors, il va pas aller chez les Sixers, il va pas aller à Boston, tu vois. Enfin, en tous les cas, moi, je le vois très mal aller dans ce genre d'équipe-là. Moi, tu Bah, vois, il lui faut un gros de toute façon. Enfin, lui, il veut oui, un gros. il lui faut un gros, ou en tous les cas, quelque chose de plus gros Un qu'Orlando, vrai quelque chose qui contenders, joue. quoi. Voilà, un vrai contender. Moi, j'ai listé 3 équipes dans lesquelles je le vois plutôt aller, tu vois. Ça va probablement vous surprendre les équipes que je vais vous donner, mais c'est selon moi des équipes qui, à la fois cet été, ont la place dans la masse salariale, qui jouent le titre, qui sont pas premier, deuxième, probablement troisième de leur conférence, mais qui jouent le titre quand même, et dans lesquelles ils pourraient bien s'intégrer. La première, c'est OKC. OKC peut lui offrir un gros contrat. Hein. Si Gallinari et Robertson sont out cet été, ce qui risque de se passer puisqu'ils sont free agent aussi. Donc ça peut lui offrir à la fois le salaire qu'il demande, ça peut lui offrir du temps de jeu aussi également puisque il y a de la place pour jouer à OKC aujourd'hui, très clairement. Il y a l'effectif suffisant également pour suivre quelqu'un comme Vavan et inversement. T'as des vétérans, t'as du petit jeune, t'as une équipe qui s'est reconstruite après le départ de ses stars et qui est quand même en belle reconstruction. Tout le monde voyait OKC à la ramasse cette saison. Au final, ils sont honorablement 5e et franchement, c'est totalement mérité. L'arrivée de quelqu'un comme Vavan, plus probablement quelqu'un pour renforcer un petit peu le tout, ça peut être un vrai plus pour OKC pour aller choper le titre d'ici 2 ans. Donc, c'est pas ridicule. Tu penses vraiment qu'ils vont se séparer de Gallinari? Parce que ça tourne bien quand même avec Chris Paul, avec. Ça dépend de la logique du coach et du GM, mais s'ils veulent s'ils veulent Vavan et qu'ils veulent lui faire de la place, ils n'auront pas le choix de toute façon. Bien sûr, oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est Après, lui, ou alors un des 3 meneurs, parce qu'ils ont quand même 3 meneurs sur le même poste. Donc, s'ils brisent le combo de meneurs qu'ils faisaient avec Shai Gilgeous-Alexander, il y a au moins un des 3 avec Schroeder qui doit partir, quoi. Soit lui, soit Chris Paul, soit. Chris Paul, il restera, je pense. Chris Paul, il restera. Après, ça va jouer entre Shai Gilgeous-Alexander qui peut se vendre pas mal, mais je pense pas qu'il va rester. Il vaut jamais. Non, mec, ils le vendront il est pas. All-Star. Il est All-Star cette saison. C'est la pierre angulaire du projet. Tout le monde, je pense, transfère dans l'équipe sauf lui. Tout le monde sauf Schroeder, il est transférable par contre. Oui, Schroeder, il est transférable complètement. Ah, oui. De ouf. On avait déjà entendu des rumeurs comme quoi il pouvait bouger pendant la dernière free agency. Sinon, c'est quoi tes autres équipes, Simon? Je commence par la plus crédible ou celle qui me fait plaisir à moi? Celle qui te fait plaisir. Qui te fait plaisir. Philadelphie. Non. Et j'ai envie de te dire pourquoi pas. Alors, Philadelphie, j'ai quand même écrit le moins plausible des 3. Quand même, je suis plutôt net dans ma démarche, mais je me dis, autant non, mais tu vois, parce que je me dis, Vavan a absolument pas besoin de la Philadelphie, il s'en bat totalement les couilles, tu vois, très clairement, même si c'est un prétendant au titre, ça va probablement pas bien se passer s'il y va. Par contre, Philly, c'est très clairement le genre de joueur qu'il recherche aujourd'hui. Un 6e homme à sortir du banc qui peut te faire 25 à 30 minutes par match et qui est capable de shooter. Il veut être titulaire, gros. Il veut être titu, il veut être titu. Ouais. Il veut être titu direct. Il n'y a pas de poste 2 en plus, mec, ça passe. Voilà, mais pour moi, c'est le moins plausible des 3 équipes que j'avais sur ma liste. Mais j'aimerais bien voir arriver à Philly quand même, ça me ferait plaisir. Et la 3e, c'est les Mavs. Yes. Parce que là, pareil, les Mavs, c'est une équipe solide, belle reconstruction, qui est plus qu'amorcée et ça peut bien fonctionner. Peut-être une belle surprise dans les 3 années à venir également. Il y a la place financière. Si Hardaway Jr., OL et Lee sont out cet été, il y a largement la place. Il y en a forcément 2 des 3 qui sont out cet été, probablement pas les 3. Hardaway, je pense qu'ils vont le garder, mais les 2 autres, à mon avis, ça jarte. Et surtout, un tandem Fournier-Doncic. Kristaps, équipe à l'européenne. Mon gars, franchement, ça ferait plaisir. Franchement, ça ferait plaisir. Et pourquoi pas une équipe new-yorkaise, genre Brooklyn ou New York? Alors, New York, non. Moi, je rappelle qu'on joue le titre. Moi, j'ai 3 équipes aussi. Pareil, j'ai mis Dallas parce que équipe à l'européenne et s'ils arrivent à faire jouer Tim Hardaway Jr. à genre 15 points de moyenne, je pense que Evan, ça devrait le faire. Sachant, après, il y a du monde quand même à Dallas. Non, mais il y a du monde qui peut partir aussi. Ouais, mais pas dans le 5. Si tu le fais venir, tu fais forcément sortir Courtney Lee et mettons Tim Hardaway Jr. Tu vois. Ouais, mais ils sont pas dans le 5. Tim Hardaway Jr. il est dans le 5.
Il l'est sur les 4 derniers matchs. Hein. En plus, pour décharger un peu de gestion de jeu à Doncic, qui soit plus scoreur, un playmaker comme Fournier à côté de lui, ce serait parfait. Oui, ça fonctionne. Grave. Enfin, après, j'avais juste noté un truc, c'est que quand même, Dallas, il cherche un pivot depuis 2 ans. Donc, est-ce que nous, on va pas... Est-ce que l'argent, on va pas le mettre plutôt sur un pivot? Je sais pas. Moi, effectivement, c'est pas la priorité de Dallas, mais ce serait une belle prise, quoi. Ce serait vraiment une belle prise. Moi, je l'ai mis en 3. En 2, j'ai mis Détroit, parce que Détroit, ils ont tellement d'argent et qu'ils cherchent à refaire une équipe. Ouais, mais ils ne jouent pas le titre. En soi, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée pour Fournier, mais par contre, ils peuvent lui offrir contrat full max comme Yanis Antetokounmpo. Il refusera. Je n'aime pas Détroit, donc. Moi, j'avais trouvé 3 équipes aussi où il pourrait re-signer. Et attends, j'en ai juste une dernière. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Et moi, j'ai mis Toronto, par contre, en first. En first, parce qu'il n'y a pas de poste 2. Parce que j'ai regardé, c'est Marc Gasol et Serge Ibaka qui sont free agents cet été. Ouais. Donc, il y a moyen de faire de la place en sachant que Siakam et Van Vliet, ils vont choper des gros contrats. Qu'il y a Kyle Lowry qui a 30 millions. Donc, il y a un peu de place si Serge Ibaka et Marc Gasol, ils se barrent. Et puis qu'il n'y a pas de poste 2 là-bas. Donc, en soi, il peut largement faire son trou. Et avec Siakam, je pense qu'il y a moyen de s'incruster au niveau du jeu. Tu vois vraiment Ibaka partir? Ibaka, il est en fin de contrat. Et je crois que là, pour leur prolonger, ça doit être genre du 20-25 millions aussi. Donc, c'est cher quand même. Sachant que Siakam, maintenant, il va prendre le dessus de ouf. Ouais, mais ça fonctionne super bien. Enfin, il y a en dehors de la fin de contrat, en dehors de ce contrat qui va coûter cher à Toronto, il n'y a aucune raison valable pour qu'il parte aujourd'hui. Ça fonctionne super bien. Après, moi, je le voyais bien dans cette équipe-là parce que c'est un prétendant au titre et qui peut s'incruster dedans et être titulaire et avoir des ballons. Tu vois, dans tous les autres gros enfin, la première partie de classement, les 4 premiers, je le voyais que là, tu vois, ou à Utah, mais Utah, c'est galère, j'ai préféré le Tej, tu vois. J'ai mis Toronto. Moi, j'avais une idée à la con, moi. Tu parlais de Marc Gasol. Et Marc Gasol, moi, je le voyais bien aller à la Nouvelle-Orléans. Ah ouais je sais pas trop. Pourquoi? Je sais pas, je pense que... non, vas-y, dis. Un feeling. Ouais. Je le verrais bien, Marc Gasol, aller à la Nouvelle-Orléans. Je l'ai lu dans ma boule de cristal. Ouais, et en y réfléchissant, pourquoi pas Evan Fournier? Il n'y a pas vraiment de poste 2 fort. T'as une gramme, gros, quand même. Ouais, il y a quand même tu fais chier. Ouais, mais après, c'est plus poste 3. Moi... C'est plus poste 3, une gramme. Tu peux le faire jouer poste 3. Ouais. C'est pour plus moi, un c'est ailier, une gramme poste 3. Fournier qui pourrait être poste 2. Lonzo Ball, à la limite, même si on n'aime pas trop. Avec Marc Gasol, ça te fait un 5 All-Star. Hein. Ouais. Parce que tu mets Zion. Avec Zion. Ouais. Ouais, c'est pas et on ne va pas forcément regarder une équipe qui est de 4 à 8e pour voir où pourrait partir Evan. Moi, je pense que en termes de potentiel pur, et ceux qui pourraient récupérer les meilleurs free agents d'ici à la mi-saison, ce serait la Nouvelle-Orléans pour moi. Ouais. Okay. J'ai vu qu'il kiffait aussi à Bâle, et petite dédicace à Alex, New York. Il a dit que c'était son club préféré et que le Madison, c'était son stade préféré. Ouais, qui ferait y jouer. C'est pour ça que je posais la question. En fait. Ouais, moi non, mais franchement, il va y aller pour la fin de sa carrière. Mais non, mais il y a pas. S'il veut jouer un titre dans son prime, il va pas au Knicks. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais s'il y a un projet qui se déverrouille là d'ici les 6 prochains mois au Knicks et que d'un coup ils se mettent à être professionnels et à vouloir vraiment gagner le titre. Ça fait beaucoup de quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Non. Ça fait beaucoup de points d'interrogation. Franchement, il y en a aucun de vous qui pense qu'il va rester à Orlando? Non. Moi, je le pourcentage, il est moi, j'aimerais. ça, quoi. Moi, j'aimerais. Moi, de toute façon, moi, je suis d'accord avec toi, Jules, dans le sens où pour moi, j'ai regardé un peu les équipes qui étaient playoffables et qui pourraient l'intéresser. Et je pense qu'il n'y a que Dallas qui peut se l'offrir et qui lui offrir le contexte sportif que lui, il cherche. Je me dis aujourd'hui, tu vois, la Nouvelle-Orléans, je comprends ton idée et elle est loin d'être bête, Antoine. Mais ça va être le même contexte que Orlando dans le sens où c'est une équipe qui se construit en ce moment pour aborder les playoffs, mais à la 7e place, tu vois, au mieux. Au mieux. Et je pense que s'il doit quitter Orlando, sachant qu'il faut aussi, comme disait Simon, prendre en compte le fait d'arriver dans une nouvelle équipe, il n'aura pas le même rôle qu'Orlando, dans le sens où là, s'il arrive là-bas, il aura les ballons après Zion et après Ingram. Ce sera la 3e clairement option à la création et au shooting pareil.
Et aujourd'hui, Evan, comme il le disait aussi, il est prêt à jouer dans une équipe où il est limite prêt à avoir un rôle de 6e homme que si seulement ce sont des All-Stars confirmés devant lui de toute façon. Donc pour moi, ça va se jouer, je pense, entre Dallas. Si c'est un match au niveau du contrat, je pense que ça pourrait fonctionner pour l'attirer. Mais sinon, pour moi, il signera, tu vois, entre 20 et 25 millions à Orlando pour 3-4 ans. Quoi. Bah, et puis Mark Cuban, il peut lui faire 3-4 salle. Mark Cuban, il kiffe les Européens en plus. Oui. Il l'a dit, il adore la formation à l'européenne. Il peut peut-être le séduire avec ça. Hein. Oui, bah oui, exactement, en plus. S'il signe pour Orlando, il ne signe pas pour 4 ans. Enfin, sauf s'il y a un vrai projet sportif derrière et qu'ils ont une vraie idée derrière la tête pour jouer le titre, ou au moins des bons playoffs. Mais sinon, il va pas signer Orlando. Hein. Ça m'étonnerait. Là, il a faim. Il a faim, Vavan. Hein. Ouais, mais tu le signes pour 2-3 ans et après, tu vois, lui, après, tu vois, il a toujours dit aussi qu'il préfère, entre guillemets, être dans une équipe et gagner un titre comme Orlando plutôt que d'aller aux Lakers, tu vois. Non, mais voilà, je parle pas d'aller aux Lakers, d'aller par exemple à Golden State comme on peut le faire certains joueurs, tu vois, je parle pas du tout de ça, absolument pas. Lui, je pense qu'il a aussi encore ce truc où il se dit, il est encore assez jeune, il est dans son prime et il veut voir où il en est après, tu vois. C'est pour ça que je pense 3-4 ans, dans le sens où, tu vois, après, si ce contrat, il a 30 ans derrière, il a encore 4 ans de carrière, il peut encore choper un autre gros contrat sur 2-3 ans. Je pense que s'il a bougé, ce sera peut-être plus à la prochaine free agency qu'à celle-ci. Mais bon, après, à voir. On verra. Moi, j'ai bien envie de voir la théorie Dallas. Économique et tout. Ouais, moi, j'ai très envie de voir la théorie Dallas aussi. Moi aussi, je vous avoue que Dallas, moi, la triplette Doncic, Porzingis, Vavan, je suis totalement. Va casser des chevilles. Rien que l'équipe à voir, je pense que l'ajout de la personnalité de Fournier, ce serait énorme. Ah, ce serait génial. Ça se compléterait, je pense, parfaitement en plus avec les deux autres. Ouais, puis même avec le reste de l'équipe, quoi. Il y en a un qui est en train de kiffer là. Là, il y en a un qui est en train de kiffer, c'est Jules. Je dis rien, mec. Je dis rien. Je vous laisse parler. On le voit sur ton visage. On le voit. Mais non, mais d'habitude, je suis en train d'encenser Dallas. Là, vous le faites pour moi, les mecs. Franchement, c'est normal. C'est mérité. Ouais. L'équipe m'a vraiment fait kiffer cette année. Moi, Dallas, j'ai regardé quelques matchs. Ils sont vraiment cool à voir jouer. Si on devait faire le bilan général de la saison, si tu mets un trophée de la bonne surprise, de la grosse bonne surprise de la saison, c'est très clairement Dallas. Ah ouais, Miami aussi. Miami aussi, ouais. Mais ça jouera entre les deux. On va pas rentrer dans ce débat-là parce que. Du coup, pour résumer, pour notre Vavan national, on le verrait plus au Mavs. Ouais. Ah, j'aimerais, ouais. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il parte là-bas, ouais. Même si je pense qu'il va plus se faire Orlando, tu vois, mais moi, j'aimerais bien qu'il aille là-bas. Ouais. D'ailleurs, info sur Evan Fournier qui n'est pas intéressante, mais il va refaire une saison 2 de sa série sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez regardé du coup. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Et j'attends l'épisode sur la greffe des cheveux, moi. Donc, Evan Fournier, on le voit au Mavs. Ok, on enchaîne avec qui alors? On avait parlé de Batum. Batum. Allez, Batum. On parle du dernier arrivé en dernier. Batum, ouais. Okay. Plus compliqué qu'Evan Fournier niveau saison. La dernière fois qu'on l'a vu jouer, c'était à Paris. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'était à Paris. Et encore, ils l'ont fait jouer parce que c'était à Paris. Je pense qu'il se sentait un peu obligé. Oui. Ouais. Et sinon, il n'aurait pas joué. Non. Si je recontextualise un petit peu, à l'inverse de Vavan qui est sur sa meilleure saison, Batum il est très certainement sur sa pire saison all-time, on va pas se mentir. En tous les cas, c'est clairement pas à la hauteur des attentes des Hornets. Hein. Le bruit court même que Batum ne ferait plus partie des plans du coach pour la saison prochaine. Son éventuel départ, en plus de ça, permettrait de libérer une masse salariale conséquente pour Charlotte, puisqu'on rappelle qu'ils l'ont signé à 5 ans pour 125 millions et que le mec est dans sa 5e année. Pardon, il est actuellement dans sa 4e année, il va rentrer dans sa 5e année, que dans sa 5e année, il a une player option qu'il peut activer à 27 millions. Donc là, tu as deux hypothèses. T'as deux hypothèses qui s'offrent à toi. C'est ça, t'as deux hypothèses qui s'offrent à toi. Soit tu poses ton cul sur le banc, tu fermes ta gueule, t'empoches tes billets verts et après tu te casses, mais tu joues quasiment pas de la saison parce que tu fais pas partie des plans du coach. Tu te casses. De toute façon, s'il veut se casser, il va rester. Enfin, je pense aussi. Ouais, je pense que pour moi, tu vois, soit Charles. Ouais, je pense qu'il va pas vouloir lâcher 27 millions, parce que tout le monde ferait, c'est normal. Il surtout qu'il ne retrouvera jamais 27 millions ailleurs plus tard. Jamais. Non, c'est sûr.
Et sachant qu'en plus de ça, ouais, s'il a à partir, je pense que Charlotte lui fait un buyout. Sinon, il restera. Même si, de toute façon, comme tu l'as dit, de toute façon, il n'est plus dans les plans du coach. À long terme, dans l'équipe, je ne sais pas si vous avez lu l'article qui était sorti où il avait parlé en disant justement qu'il s'excusait de son contrat et qu'il n'avait pas su répondre aux attentes de l'équipe et de la ville. Après, je suis d'accord dans le sens où oui, c'est vrai que Nicolas Batum à Charlotte, c'est un peu un échec au vu de son contrat. Après, il n'a pas été aidé par les blessures non plus, c'est là-dessus. Et puis là, de toute façon, là, la meilleure chose à faire, entre guillemets, c'est qu'un buyout arrive. Et lui pourrait retrouver un rôle vétéran sorti de banc dans une équipe qui pourrait jouer le titre. Et puis Charlotte peut se reconstruire tranquillement. Quoi. Après, lui, ce qu'il cherche actuellement, je ne sais pas s'il en est capable, mais. Ça s'emballe. Wow. Lui, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est accompagner des jeunes. Il l'a dit dans plein d'interviews. Il dit moi, j'estime que mon rôle aujourd'hui, enfin le rôle que j'aimerais avoir, ce serait d'accompagner des jeunes qui débuteraient un petit peu en NBA et leur apporter les billes que moi j'ai pu avoir. Tu vois. Et il prend la place de un starter et voilà. Ouais, après, il a un lien quand même hyper fort avec Jordan. Et ça, depuis le début, parce que quand ils ont recréé le projet avec Kemba Walker et Dwight Howard, même à l'époque, il faisait quand même partie des plans. Après, je sais pas si ce lien, il est toujours aussi fort ou s'il veut pas rentrer dans la structure du club, tu vois. Genre head coach. C'est ce que je me dis aussi. C'est ce que je me dis aussi, c'est que tu vois, c'est alors business is business effectivement, mais tu vois, quitte à s'asseoir sur un banc pendant une saison, à pas branler grand chose et à se dire que la saison dernière, voire même disons, moi je reprends même la saison d'avant d'ailleurs, la saison d'avant de Batum, elle n'était pas folle non plus. Il y a un moment, tu te dis bon. En NBA, j'y arrive plus. Je sais pas si c'est la team, je sais pas si c'est machin, mais quitte à ne plus y arriver, autant justement aller faire partie du staff et tenir un autre rôle. Tu vois, moi, je suis entièrement d'accord avec Jules. Moi, je le vois totalement tenir un rôle en dehors des parquets. Il serait excellent là-dedans. J'en doute pas une seule seconde. Il est encore trop tôt, les gars. Il a 30 ans. Mais oui, mais t'as des joueurs qui s'effondrent à 31 ans, c'est possible aussi. Il n'y arrive plus. Si grosses blessures. Moi, gros, s'il est honnête avec son potentiel qui lui reste sur les quelques années qu'il pourrait passer théoriquement en NBA, et il pourrait prendre la décision de passer de l'autre côté du banc. Et ce serait tout à son honneur. Et puis, s'il a la confiance de Michael Jordan et de tout le staff, hormis le coach, pour continuer sa carrière telle qu'elle, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce qu'il devienne consultant et puis à terme assistant coach et qu'il devienne coach en NBA ailleurs. Ou qu'il revienne en France d'ailleurs. Ouais, Flo, il est dégoûté. non, c'est même pas une question d'être dégoûté. Les gars, Nicolas Batum, vous voyez, il a encore 31 ans. Le gars, il a encore 3 ans de carrière. On est au moins sûr que pour cette année, c'est sûr qu'il ne jouera plus. Même si la saison reprend. L'année prochaine, s'il reste à Charlotte, de toute façon, je pense qu'il y aura un buyout. Pour moi, c'est le plus probable. Et il va signer dans une équipe. Parce que, les gars, Nicolas Batum, c'est vrai qu'il n'est pas bon cette année, qu'il n'a pas été bon l'année dernière, parce que James Borrego ne lui a jamais donné un rôle. Nicolas Batum, c'est un gars qui marche à l'affectif. Je pense que si tu lui files une équipe, tu vois, même au minimum, je pense qu'il signera même au minimum vétéran, tu lui dis, mec, tu m'apportes de la défense, de la création offensive, c'est-à-dire au niveau du passing game, de l'organisation et tout ça, parce que c'est là où il est bon. Et puis, il va te faire 20 minutes sur le parquet et tu vas voir que l'année prochaine, quand on en parlera à Nicolas Batum, on n'en parlera pas en match cette année parce qu'il aura un autre rôle et un rôle qui correspond à son à ce moment-là, il lui faut un poste d'arrière. Alors, il lui faut plus un poste d'ailier où il va se cacher derrière, dans le coin du terrain. C'est gênant pour lui, tu vois. Déjà, et là où ça m'inquiète vraiment beaucoup, c'est que qui dit buyout dit qu'il faudra attendre l'été prochain. Et l'été prochain, c'est ce que disait Jules tout à l'heure, c'est que tu as tout le monde qui est free agent. Donc, Batum sera probablement, dans l'état actuel des choses, dans les plans de pas beaucoup d'équipes, à mon avis. Ça va après, sur les doigts de la main. Ouais, mais quand il y a beaucoup de turnover, et ben, du coup, tu as des chaises musicales et tu as des offres qui viennent se choper au dernier moment. Alors que Nicolas Batum, il sera l'année dernière, de toute façon. Il a quand même une cote. Depuis Portland, il a quand même une cote en NBA. Ouais. Je dis pas le contraire, mais où est-ce que vous voyez où est-ce que vous le voyez débarquer d'ici un an? C'est ma question. Parce que j'ai du mal à le voir quelque part. Vas-y. Moi, je te le fous direct. Tu retournes à Portland. Tu le mets en créateur sur le banc, c'est que en création, pas forcément en point et tout ça, mais tu dis un mec qui sur le banc de Portland avec Carmelo.
Ah bah non. Non, mais tu sais, mec, Carmelo, t'inquiète pas que s'il joue avec Batum, mon gars, il va te dire oui tout de suite parce que Batum. C'est trop complémentaire. Voilà, et exactement. Et je pense que tu vois, aujourd'hui, ce qui manque un peu à Portland, c'est l'expérience et de la création en sortie de banc. Bon, après, avec bien entendu d'autres facteurs, mais tu dis Portland, Batum, je pense qu'en vétéran sur le banc payé au minimum, je pense que Damien Lillard dit oui. Je pense. Carmelo Anthony te dit oui. Je pense que toute l'équipe te dit oui, de toute façon. Et c'est pas je une pourrais idée donner dégueu. plein d'équipes. Je pourrais donner plein d'équipes, tu vois. Je pense que l'idée de retraite, après, je comprends votre idée, mais je pense que non. Après, c'est vrai qu'un playmaker, t'en as toujours besoin, vu comment le jeu est hyper individuel en NBA. C'est vrai qu'il peut encore au moins faire 2 ans. Et revenir jouer en Europe. Ouais, ou pourquoi pas aussi. Mais je pense que ça sera plutôt si l'année prochaine, ça se passe pas bien, tu vois, à la limite. Ouais. Mais je pense qu'il a encore au moins 1 an de carrière devant lui en NBA. Et en fonction de la saison qu'il fera, ça nous donnera un peu les possibilités d'avenir qu'il aura pour plus tard. Très bien. Ouais, mais bonne idée, Portland, en tout cas. Ouais. Donc, Batum, J'avais pas pensé. Ça fait sens. Batum, soit il reste au Charlotte, et du coup, il prend une autre place que joueur, peut-être passer derrière le banc. Ou un autre rôle. Ou alors un autre rôle ouais. sur le banc. Un autre rôle sur le banc, sur le banc, mais un autre rôle, ouais. Oui, non, à Charlotte directement. On peut lui proposer un autre projet. Oui. Pourquoi pas. On enchaîne avec notre dernier Français, donc, qui est tout nouveau. Donc, moi, j'ai appris son existence cette semaine. Théo Malédon, qui est à Lasvel, justement. Tout à fait. L'espoir du basket français, du basket européen. C'est pas moi qui le dis, c'est que si la saison avait dû être menée à son terme, c'est probablement lui qui aurait dû avoir le trophée de meilleur espoir européen de l'année. Son profil, rapidement, il a 19 ans en juin. Il est meneur de l'Asvel, 1m92, 90 kg, médaillé d'or, donc champion d'Europe U16 2017, vice-champion du monde U17 en 2018. Au niveau des stats, 21 matchs joués, 10 matchs titulaires, 16,2 minutes par match, 6,7 points, presque 2 rebonds, 2 passes décisives, une interception, 51% au shoot, presque 30% à 3 points. Donc, il y a un potentiel qui est juste énorme. Et surtout, comme vous pouvez le voir sur cette petite photo qui se trouve là, c'est que le mec, il a une envergure ouf. Il a juste une envergure de dingue pour un mec de 19 piges. Donc, la question, c'est ça. Il se présente à la draft cette année. La question, elle n'est pas de savoir si ça va passer, parce que ça va passer très clairement. La question, c'est de savoir top 10 ou top 15, et surtout, où qui va le gamin. Qui va le gamin. Top 15, d'après les… Top 10 moi, j'ai vu top 10. Moi, je les vois top 15 sur ESPN. Il annonce top 15. Dans le top 10, si un Français, c'est le franco-américain Killian Hayes. Je croyais que c'était un peu… Mais non, là, il est toujours… il est trop chaud, par contre. Ouais, il est hyper chaud. On fera un truc sur Killian Hayes plus tard. Mais pour l'instant, Théo Malédon, là, sur ESPN, dans la Best Available de la draft, il est top 15. Moi, je le vois arriver plus haut. Ça se pourrait qu'il arrive plus haut. Mais moi, je le vois. De toute façon, c'est top 15, donc il peut très bien faire une surprise et drafter dans les 10 premiers, même si pour moi, je pense que c'est un top 15. C'est pas un top 10 pour moi. Moi, je vous donne mon prono 7e ou 8e à Chicago ou à Charlotte. Après, là, tous les Américains, ils vont pas être hypés par la fin de leur saison NCAA et toute la March Madness et tout qui suit derrière. Donc, il y a plus de chance. Ouais, voilà. Ouais, après, des fois, il y a aussi des mecs qui se craquent complètement et qui, du coup, ont une décote importante. Mais ça peut peut-être être favorable pour lui, quoi. Il faut savoir que cette année, la draft est considérée assez faible au niveau du potentiel attendu et du talent. C'est pas la draft qu'on aurait pu avoir l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais, c'est clair. Après, Théo Malédon, moi j'avoue, j'ai regardé quelques matchs, quelques actions. C'est pas mal. Après, de toute façon, voilà, s'il arrive en NBA, je le vois bien faire une arrivée un peu à la Frankie, tu vois. Elio Kobo, je pense qu'il a un bon potentiel, mais c'est trop juste, quoi. C'est trop juste. Moi, il me fait penser un peu à Frankie. Ouais, mais tu vois, même s'il arrive en NBA, tu vois, il jouera 10 minutes par match. Est-ce que pour un top 10 de la draft il manque de muscles. Il peut pas. Ouais, et ça se fera tranquillement, tu vois. C'est trop haut. C'est trop haut pour un mec.
On a vu des draftés, on a vu des draftés qui arrivaient en dessous de la 10e place qui faisaient des carrières exceptionnelles, et des draftés qui arrivaient avant la 10e et qui faisaient des carrières un petit peu moyennes, ou qui commençaient ou qui a commencé lentement. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait deux écueils. Le premier, c'est l'écueil New York Knicks, où tu le fous dans une équipe où il n'y a pas de projet de jeu, et donc du coup le mec n'aura pas le temps d'évoluer, on ne lui laissera pas le temps, il y aura des rotations totalement aléatoires, et où du coup le mec va pas s'épanouir et il se sentira pas bien. Et le deuxième écueil, ce serait l'écueil inverse, ce serait de se dire le mec est un potentiel phénomène, enfin peut-être pas phénomène, mais en tous les cas un potentiel assez ouf, tuons-le. Ok. Ouais, après, c'est pas plus mal finalement qu'ils sont entre la 10e et la 15e place, tu vois. Moi, je le verrais plus dans ces places-là, entre, tu vois, moi aussi, 12e, 13e, tu vois. Non, mais ce qui me rendait la chose agréable de le voir arriver 7e ou 8e, c'est qu'il arriverait à Chicago ou à Charlotte, ce qui, à mon avis, serait vraiment pas une mauvaise idée. Ouais, ça, après, il y aura peut-être Kylian Hayes, du coup, dans ces choix-là, tu vois. Aussi. Après, lui, pour l'instant, il est déjà aux États-Unis, il joue à Louisiane, je crois, Louisiana. Voilà, il a quand même des bonnes stats aussi, il est placé plus haut. J'ai vu qu'il y avait un autre Français de Cholet aussi qui était mais lui qui est beaucoup plus bas, genre 45-50. Voilà, Théo Malédon. Deuxième tour, quoi. Ouais, très probablement deuxième tour. Après, Théo Malédon, je pense qu'il faut qu'il prenne de la masse en fait, parce que là, il n'est pas NBA ready en fait. Il va être obligé de passer par 1 an, voire peut-être 1 an et demi de G-League avant d'obtenir des vrais matchs, quoi. Je pense comme toi, David, là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pour ça un top 10 dans le sens où je suis sûr que ça peut être un gars qui peut exploser toute la ligue avec son talent, parce qu'il est vraiment très bon par séquence aujourd'hui. Mais pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas assez fort et il n'a pas assez confirmé pour qu'on puisse dire que c'est un top 10 sûr de la draft NBA. Le tri-room, pourquoi pas, mais avant, je trouve un peu compliqué. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez des Européens qui se pointent de plus en plus tôt et pas forcément prêts enfin, tu vois, là où des fois il y en avait qui confirmaient un peu plus en Europe, là ils partent quand même super tôt. Même Francky, il est parti super tôt. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage aussi. De se passer de potentiellement une année supplémentaire, tu vois. En pro, tu joues avec des mecs qui ont 30 ans ou 25, tu vois, c'est quand même différent que. C'est ça, tu vois, genre, d'aller faire de la G-League. Non, mais je suis d'accord, mais il y a une certaine pression qui peut être mise sur leurs épaules en disant si tu ne te présentes pas maintenant, on ne t'acceptera pas dans 2-3 ans, même si tu joues dans un club pro. Ouais, mais là, ça se blesse. Il y en a certains qui peuvent penser par leur jeunesse qui passent à côté de quelque chose de super important qu'ils ne retrouveront pas plus tard s'ils restent en Europe. Oui, non, mais c'est pas sans parler de 2-3 ans, c'est peut-être parler d'une seule année, tu vois, Théo Malédon, faire une seule année en plus où il fait de l'Euroleague, par exemple. L'Euroleague, c'est hyper formateur. C'est vraiment hyper formateur. Il n'a pas fait beaucoup de matchs en Euroleague. Il a presque pas joué. S'il passe à 15, 16, 17 minutes déjà sur une saison supplémentaire avec de l'Euroleague en plus, forcément, oui. Mais pour moi, je ne sais pas, c'est pas une question de timing, c'est une question de pression et il faut se présenter le plus tôt possible. Voilà. Même tout joueur a envie d'aller jouer, enfin, tout joueur de basket a envie d'aller jouer NBA, donc plutôt possible. Voilà. Après, c'est l'argument que sortent beaucoup d'agents, tu vois, c'est genre le risque de blessure. Tu vois, là, tu as l'opportunité d'être, on va dire, un top 15 NBA qui te dit que l'année prochaine, tu te pètes pas un genou et que là, c'est pas que tout est fini, tu vois, mais tu vois, le problème, c'est que tu vois, ce genre de truc, ça peut te faire, entre guillemets, rater 2-3 ans de carrière NBA, sachant qu'on connaît les salaires, on connaît les conditions de travail. Aujourd'hui, c'est la meilleure ligue de basket au monde. Donc, même si l'Euroleague est pour moi juste derrière en termes de compétition, tout confondu, hein, que ce soit pour les infrastructures, pour le niveau et tout ça, je pense que voilà, ça fait quand même plus rêver la NBA aujourd'hui. Et quand tu as 19 ans, moi je me vois à 19 piges, on me dit vas-y, hein, soit tu vas jouer en Euroleague ou soit tu peux aller jouer, je sais pas, aux Hawks, aux Knicks, où tu veux. Bah, 1000 fois, je traverse l'océan. Je pense qu'il n'y en a pas un de nous qui dit ouais, vas-y frère, je vais rester jouer à Bourg-en-Bresse. En vrai, moi je reste à l'Euroleague. Former un an de plus. Non, moi je reste en Euroleague en vrai. David, arrête. Sois honnête, mais non. Regarde Doncic. Doncic, il avait un vrai niveau. Il aurait peut-être même pu aller en NBA dès ses 18 ans, tu vois. Il n'était pas à Bourg-en-Bresse, il était au Real. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, c'est un gros club. Il joue l'Euroleague. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire qu'il a pris des titres. Il a été MVP de l'Euroleague. Enfin, tu vois, il s'est fait vraiment les dents sur des gars qui ont de l'expérience, sur des équipes et face à des coachs qui ont de l'expérience. Le gars, il arrive en NBA. Regarde, là, il fait 2 saisons de bâtard parce que ça lui fait pas peur. Il n'a pas la pression. Le gars, il a un palmarès. Il arrive.
Il a 19 ans, il a un palmarès. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc, après, c'est peut-être un cas exceptionnel. C'est une pépite, ce gars, bien sûr. Mais pour moi, je trouve que l'Euroleague, c'est de la G-League puissance 10, tu vois. Parce que finalement, tu apprends un style de jeu que maintenant la NBA est en train de replacer. Quand tu es en Euroleague, tu sais défendre en zone. Tu sais le faire. Quand tu es aux États-Unis, donne-moi une équipe de NCAA qui sait défendre de la zone. Il y en a à peine en NBA, donc là, ils commencent à s'y remettre. Mais oui. Il n'y a plus trop de défense en NBA déjà. Pour moi, ils connaissent leur système de jeu. Donc le fait d'avoir joué en Europe, maintenant, c'est un vrai atout. Regarde Dallas, c'est un vrai atout. Parce que les Européens s'adaptent beaucoup plus vite à un système de jeu qui n'est pas le système de jeu américain et qui permet d'avoir une originalité dans le jeu actuel. Pour moi, c'est ça, en fait. Maintenant, l'école européenne, c'est d'apporter de la nouveauté aux États-Unis, dans la NBA, d'apporter des systèmes en plus, d'apporter un système défensif en plus. Et je trouve ça cool. Ouais, ok. Après, moi, je comprends ton discours, David, dans le sens que c'est le discours de la raison, mais après, malheureusement, des fois, le business prend le pas sur la raison. Bien sûr, d'accord. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait faire. Moi, tu vois, j'ai un Francky, par exemple, l'Onyx, tu vois, il aurait dû rester encore peut-être 1 an à Strasbourg et faire 1 ou 2 ans d'Euroleague. Je pense qu'aujourd'hui, il galérerait peut-être un peu moins. Mais oui, je comprends. Mais après, moi, je comprends. Après, en vrai, je suis comme vous. On me dit, tu peux aller jouer à Atlanta, tu auras un chèque de 4 millions de dollars. Bah ouais, j'y vais. Vas-y, file-moi les 4 millions, gars. c'est ça. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord que ton alternative est beaucoup plus intéressante en termes de potentiel et de développement des joueurs. De ouf, complètement. Doncic, il n'est pas arrivé là pour rien. Le gars, je pense qu'il est NBA plus loin. Et on peut en citer d'autres, même du plus anciens. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais pour moi, après, c'est récent, quoi. Après, il était à 14 ans, lui, au Real de Madrid, dans l'équipe titulaire. Bien sûr, donc, mais du coup, à 14 ans, c'est-à-dire qu'à 18, il pouvait aller en NBA direct. Mais il est arrivé à 19 et après, quoi. Même à 16. Ouais.